Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous expliquer un peu plus en détail la manière dont je trade et la manière dont je fais mes analyses. En effet, je reçois pas mal de messages de personnes qui regardent mes vidéos et s'intéressent à celles-ci et me demandent ensuite comment se fait-il que lorsque tu trades, lorsque tu fais tes analyses, tu n'utilises aucun indicateur technique. Tu n'utilises pas de RSI, tu n'utilises pas de MACD, tu n'utilises pas de stochastique, très peu de moyenne mobile. Et tout ce qu'on voit sur tes graphiques, ce sont simplement des supports et des résistances. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à vous expliquer un peu plus en détail la manière dont je trade. Et pour cela, on va utiliser l'exemple que j'ai tweeté un peu plus tôt dans la journée. D'ailleurs, si vous voulez suivre mon Twitter, n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Cet exemple se base sur le Dow Jones au début du XXe siècle. En effet, la cotation, ou tout du moins la représentation graphique du Dow Jones sur TradingView, elle démarre à partir de 1914. À cette époque, vous vous doutez bien entendu, que les traders, les spéculateurs et les investisseurs de l'époque n'avaient absolument pas d'outils informatiques comme on les a aujourd'hui. Et ces indicateurs techniques dont me parlent beaucoup de personnes et me demandent pourquoi est-ce que je ne les utilise pas, le MACD, le RSI, les stochastiques, etc., ils ont été développés durant la seconde partie du XXe siècle, durant l'ère informatique, lorsque, enfin, de nombreux les outils informatiques tels les ordinateurs, permettaient de faire des calculs bien plus avancés qui allaient nous donner justement ces représentations graphiques d'indicateurs qu'on a aujourd'hui. Car ces indicateurs-là sont basés sur des formules mathématiques assez complexes, mais qui sont, bien entendu, dérivés du prix. Or, comme je vous disais à l'instant, ces spéculateurs de l'époque, ceux du début du XXe siècle, par exemple en 1915, 1920, 30, etc., ils n'avaient pas tous ces outils-là et ils n'avaient pas d'outils informatiques. Dès lors, comment faisaient-ils pour réussir à spéculer, trader et investir sur les marchés de manière pertinente et avec du succès? Ils utilisaient pour cela une méthode qu'on appelle le Price Action Trading. C'est une méthode qui consiste à lire, interpréter et comprendre les mouvements de prix afin de déterminer le flux d'ordre qu'il y a derrière. Qu'est-ce que le flux d'ordre? Pour faire simple, c'est tout simplement la force acheteuse et la force vendeuse qui cherchent à prendre le contrôle sur le marché et ainsi créer un mouvement de prix. Lorsque la force acheteuse est nettement dominante par rapport à la force vendeuse, vous avez, comme vous l'avez deviné, un mouvement haussier. Lorsque la force vendeuse est nettement dominante par rapport à la force acheteuse, on a un mouvement baissier. Et lorsque ces deux forces sont à l'équilibre, on a généralement un mouvement correctif plus ou moins plus régulièrement qui se matérialise sous forme de mouvements horizontaux. Donc c'est vraiment ça qui crée les mouvements de prix qu'on a sur les marchés. Ce sont des flux de capitaux, soit acheteurs, soit vendeurs, soit l'un domine l'autre, soit les deux se bataillent de manière égale, et en résulte tout simplement un mouvement de prix. Les spéculateurs de l'époque, ils n'avaient pas d'outils informatiques pour calculer, pour avoir des indicateurs sophistiqués, avec des belles représentations graphiques, etc. Eux, tout ce qu'ils avaient, c'était les mouvements de prix en eux-mêmes. Les chandeliers japonais, tels qu'on les a ici sur nos graphiques, eux ont été inventés au XVIIIe siècle. Donc, les spéculateurs de l'époque, soit ils traçaient les prix sous forme de courbes, soit ils traçaient après chaque journée de cotation les fluctuations de prix sous forme de chandeliers japonais, tels on les a ici. Et ensuite, ils lisaient, étudiaient ces mouvements de prix afin de comprendre et de déterminer justement le flux d'ordre qu'il y a derrière et la psychologie du marché. Car lorsque vous comprenez et que vous arrivez à interpréter le flux d'ordre qu'il y a derrière un actif, vous arrivez à déterminer quels sont les mouvements de prix les plus probables à venir. Et c'est exactement de cette même manière que moi, je trade aussi. Si vous avez la chance d'aller dans une salle de marché d'une institution, d'une banque, d'un hedge fund ou autre, vous allez voir que de nombreux traders institutionnels et professionnels, eux aussi utilisent cette méthode du Price Action Trading, qui est en réalité une des méthodes les plus anciennes de trading et de spéculation sur les marchés. Car les marchés financiers existent depuis des centaines d'années, or les outils informatiques qu'on a aujourd'hui, eux, n'existent que depuis des décennies. Dès lors, il y a bien des méthodes qu'utilisaient les spéculateurs de l'époque pour réussir à opérer sur les marchés avec succès. Et le Price Action Trading, c'est tout simplement une de ces méthodes, car pas besoin d'indicateurs techniques, comme je vous disais. Les indicateurs techniques sont basés sur des calculs, des formules mathématiques qui elles-mêmes sont dérivées du prix.
Or, lorsque vous arrivez à interpréter et comprendre les mouvements de prix, vous pouvez très bien déterminer ce que vous montrerait l'indicateur. C'est pourquoi je n'utilise aucun indicateur. Certains utilisent des indicateurs de momentum, des oscillateurs, des indicateurs de suivi de tendance, etc. Mais les price action traders et les traders de l'époque, les traders par exemple du début du XXe siècle, tout cela, ils le voyaient dans les mouvements de prix. Et si l'on fait une analyse vraiment basique du Dow Jones durant le tout début du XXe siècle, on voit que de nombreux principes, vraiment de base du price action trading, car le price action trading lui aussi peut être vraiment poussé et on peut avoir des techniques vraiment avancées de lecture de prix, toujours sans utiliser d'indicateurs, mais on a des techniques vraiment avancées de lecture de prix et d'interprétation du flux d'ordre. Mais si on utilise vraiment les principes de base du price action trading, on remarque qu'il fonctionnait tout à fait à l'époque, notamment au début du XXe siècle. Regardez. J'ai ici fait une petite description voilà, des principes clés du price action trading qu'on retrouve lorsqu'on analyse aujourd'hui le Dow Jones au début du XXe siècle. En effet, en price action trading, on a ce qu'on appelle des mouvements impulsifs et des mouvements correctifs. Comme je vous disais, lorsque le flux d'ordre est en déséquilibre, soit en faveur du camp vendeur ou du camp acheteur, on a un mouvement impulsif, soit à la hausse, soit à la baisse. Lorsque le flux d'ordre est équilibré, lorsque la force vendeuse et la force acheteuse sont à l'équilibre et se bataillent de manière égale, on a un mouvement correctif, généralement un mouvement horizontal. C'est exactement ce qu'on avait ici. De 1915 à 1925, on avait un mouvement correctif, donc un mouvement horizontal, avec un rééquilibrage du flux d'ordre au sein de cette structure. On retrouvait même des principes de price action très basiques, tels le bull trap et le faux breakout ici. Vous voyez, les acheteurs ont tenté de reprendre le dessus sur le flux d'ordre et ainsi de casser à la hausse l'ancien point haut ici. Or, la force vendeuse, elle a vite contrecarré cette tentative acheteuse pour refaire passer le prix en dessous du précédent sommet, créant ainsi un faux breakout qui est un signal de vente. Lorsque c'est un bull trap suivi d'un faux breakout, c'est un signal de vente. Et le prix, comme vous le voyez derrière, a nettement corrigé à la baisse pour revenir au bas, sur la partie basse de la phase de correction horizontale. Car comme je vous disais, il y a un rééquilibrage du flux d'ordre, donc une borne haute et une borne basse au sein d'une structure corrective. Lorsque les acheteurs ont eu de plus en plus de facilité à prendre le contrôle sur le flux d'ordre et que les velléités vendeuses se faisaient de plus en plus faibles, on a eu une cassure à la hausse de cette phase de correction horizontale. Et regardez, on a eu là aussi un principe de base, le pullback. On a eu un pullback sur la partie haute de cette phase de correction horizontale qui a ensuite été suivi d'un fort mouvement impulsif. Généralement, on voit qu'on a des séries de mouvements impulsifs suivis de mouvements correctifs. C'est pour ça qu'on appelle généralement une série de mouvements impulsifs, correctifs, impulsifs, correctifs, impulsifs, etc. Et on retrouvait ça exactement au tout début du XXe siècle ici. On a en effet un mouvement correctif suivi d'un mouvement impulsif à la hausse, suivi lui-même d'un mouvement impulsif ici, avec une zone résistance qui faisait barrage. Et lorsqu'elle a été cassée à la hausse, car ce mouvement correctif est suivi d'un autre mouvement impulsif dans le même sens que le précédent, on a cassé cette résistance à la hausse et regardez, on a eu un pullback là aussi exactement sur la résistance. Donc pullback suivi d'un autre mouvement impulsif. Là, on retrouve un autre mouvement correctif avec une zone de résistance temporaire aux alentours des 200 points, zone qui a fait barrage pendant plusieurs mois, cassée à la hausse via un autre mouvement impulsif, le pullback exactement là aussi sur la zone, suivi d'un autre mouvement impulsif. Là aussi, on a un autre mouvement correctif et enfin un dernier mouvement impulsif ici qui amène le Dow Jones sur les 385 points. Et là, ce qui renverse la tendance, c'est un mouvement impulsif tout de suite suivi d'un mouvement contre-impulsif, donc à contre-tendance. Donc cette série de mouvements impulsifs, correctifs, impulsifs, correctifs, impulsifs, correctifs, etc. à la hausse, elle nous montre que le flux d'ordre est clairement en faveur des acheteurs, avec des prises de profit partielles ou des phases de consolidation où, je disais, il y a des phases de profit partielles, ou alors où de nouvelles personnes rentrent sur le marché et tentent de prendre cette tendance haussière en cours de route. Ça se fait durant généralement ces phases correctives. Avec le mouvement impulsif à contre-tendance qu'on a ici, on voit que cet ancien niveau qui était support durant cette phase corrective ici
est maintenant un niveau d'inversement des rôles. Vous savez, les supports deviennent souvent résistance et inversement, les résistances deviennent très souvent supports. On avait exactement la même chose ici, en 1930. Après que le marché ait fortement dégringolé en 1929, on a eu un pullback, un retracement à la hausse, qui nous a amené exactement sur le précédent support, maintenant résistance. Donc niveau d'inversement des rôles, là aussi, sur les 300 points. Je vous rappelle, bien sûr, qu'à cette époque-là, il n'y avait absolument aucun indicateur technique, pas d'outils informatiques, etc. Ce que faisaient les spéculateurs et les traders, c'est vraiment qu'ils traçaient après chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois de cotation, un chandelier japonais ou des zones de résistance et de support, etc. Même chose, nouveau mouvement impulsif à la baisse ici, qui s'est stoppé momentanément, alors à 2 reprises, ici même et ici même, exactement sur cette ancienne zone résistance. Ici, là, sur les 200 points, qui était ensuite devenu support en juin 1928. Lorsque cette zone a été cassée à la baisse, car maintenant, là, on a eu un retournement de tendance, avec les bears, là, les vendeurs qui reprennent le contrôle sur le flux d'ordre, et qui créent un déséquilibre en faveur des vendeurs. Lorsque ce niveau est cassé à la baisse, là aussi, même chose, on a une phase de correction à contre-tendance qui ramène le prix, sous forme de pullback, exactement sur cette zone précédemment support ici. Et ensuite, à nouveau, on a une continuité de cette série de mouvements impulsifs, correctifs, impulsifs, mais cette fois-ci à la baisse. Vous voyez, impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif, correctif. Et lors de ces mouvements correctifs ici, on voit que les retracements à la hausse s'arrêtaient exactement sur les précédents points bas du précédent mouvement correctif. On avait en fait un pullback, vous voyez mes flèches noires, un pullback sur l'ancien support du mouvement correctif qui devient maintenant résistance. Même chose ici, même chose à de nombreuses reprises ici. Le niveau qui stoppait les baisses à chaque mouvement impulsif baissier devient ensuite résistance. Donc là, même chose, on est revenu sur les 85 à 90 points, zone qui fait office de résistance à plusieurs reprises, et lorsqu'elle est cassée à la hausse vient un mouvement impulsif, cette fois-ci à contre-tendance de la tendance baissière, donc un mouvement impulsif haussier. Les acheteurs nous ramènent au-dessus de ce niveau, nous témoignant voilà, d'une reprise de leur force. On a un mouvement impulsif haussier suivi d'un mouvement correctif, et là vous voyez, à nouveau on a un inversement des rôles. La zone qui faisait barrage à la hausse, donc une résistance, fait maintenant barrage aux vendeurs et donc devient support. Donc on a un niveau d'inversement des rôles, et voilà, à partir de là, la tendance baissière est terminée, et on repart ensuite, premièrement sur une tendance relativement neutre, et ensuite un début de tendance haussière. Et si l'on analyse les décennies suivantes, les années 40, 50, 60, etc., on retrouve exactement tous ces mêmes principes de base, c'est des principes vraiment basiques, de faux breakout, de pullback, de niveau d'inversement des rôles, etc. Et tout cela sans outils informatiques ou sans indicateur quelconque. Et là, sur cette analyse là rapidement et que j'ai posté sur Twitter, je suis absolument pas rentré dans les détails ou techniques avancées de lecture du prix. C'est vraiment là des concepts très très basiques. Donc, toutes celles et ceux qui disent tu n'utilises que des supports ou des résistances, ton analyse elle est vraiment basique. Vous voyez bien que, premièrement, d'une c'est faux parce que les supports et les résistances, eux, ce ne sont qu'un aspect vraiment petit du price action trading. Ce qu'il y a, c'est vraiment une lecture et une compréhension et interprétation du flux d'ordre derrière qu'on pourrait faire bien plus en détail et de manière bien plus avancée, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et vous voyez bien aussi qu'il n'y a absolument pas besoin d'indicateurs. Alors, celles et ceux qui les utilisent, chacun fait comme il veut, bien sûr. On peut très bien élaborer des stratégies de trading gagnantes avec des indicateurs. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ne soyez pas surpris si vous voyez des traders gagnants n'utilisant aucun indicateur. C'est ce qui se fait depuis les débuts des marchés financiers, c'est ce que faisaient les traders et les investisseurs spéculateurs de l'époque, et c'est ce que continuent de faire après des siècles et des décennies de cotation sur les marchés, les traders institutionnels actuels et de nombreux traders professionnels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus sur la lecture et l'analyse technique sans indicateur. On parle de graphique nu. Lorsque vous avez un graphique tout simplement avec des chandeliers sans indicateur quelconque, on parle de lecture d'un graphique nu. Et généralement, ce que font ces traders, c'est du price action trading
afin, comme je vous disais, de déterminer le flux d'ordre qu'il y a derrière. C'est ça qui est très important et qui permet de prendre des décisions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça me fait toujours plaisir de voir que mon contenu vous intéresse. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao.